Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 12 septembre 2025 et au programme de ce 419e épisode, l'annonce de KDE Linux, le futur système d'exploitation libre de la fondation KDE. Une mise à jour critique pour les Freebox avec 2 bugs corrigés, la CVE 2025-5086 ajoutée au catalogue Kev par la CISA, la campagne Gone Postal attribuée à Fansybir APT28 utilisant Outlook comme backdoor, le contournement des restrictions de Microsoft, 400 lecteurs de ZDNet ont installé Windows 11 sur des PC jugés incompatibles. Et enfin, la découverte du ransomware HybridPetya exploitant la CVE 2024-7344 pour contourner le Secure Boot UEFI. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site de radiocessort.org. Des chercheurs en cybersécurité ont identifié un nouveau rançongiciel baptisé HybridPetya, proche de Petya et NotPetya, mais capable de contourner le mécanisme UEFI Secure Boot grâce à l'exploitation de la CVE 2024-7344. Selon l'éditeur slovaque E7, des échantillons ont été soumis sur VirusTotal en février 2025. Le logiciel malveillant chiffre la master file table des partitions NTFS et installe une application EFI malveillante sur la partition système EFI. Cette application est le cœur du processus de chiffrement. HybridPetya intègre 2 composants principaux, un bootkit et un installeur. Le bootkit va vérifier l'état de chiffrement via un indicateur, le 0 pour dire qu'il est prêt au chiffrement, le 1 c'est qu'il l'a déjà chiffré, ou 2, rançon payé, disque déchiffré. Lorsque la valeur est à 0, le bootkit chiffre le fichier EFI Microsoft Boot Verify avec un algorithme SALSA20. Il crée également un fichier EFI Microsoft Boot Counter pour suivre les clusters chiffrés et un faux message CHKDSK s'affiche pendant l'opération. Si le disque est déjà chiffré, un écran de rançon s'affiche, la demande s'élève à 1 000 $ en Bitcoin vers une adresse. Entre février et mai 2025, ce portefeuille a reçu 183 032 $, incroyable, après paiement. La victime peut saisir une clé de déchiffrement déclenchant la restauration des fichiers chiffrés et des bootloaders d'origine, notamment le bootx64.efi et le bootmgfw.efi. Alors E7 précise que certaines variantes exploitent la vulnérabilité de la CVE 2024-7344, notée quand même avec un score CVSS assez faible, 6.7. Ça va affecter l'application UEFI OWAR Reloader baptisée bootmgfw.efi. Elle charge un fichier malveillant, le clock.det, ignore les contrôles d'intégrité, c'est extraordinaire ça, et permettant le contournement de Secure Boot. Alors Microsoft a déjà révoqué le binaire vulnérable en janvier 2025 lors du Patch Tuesday, d'où l'importance de patcher ces systèmes. Mais d'après E7, aucune preuve d'exploitation en conditions réelles n'a été observée. L'éditeur évoque aussi un possible lien avec un Proof of Concept UEFI Petya publié par la chercheuse Alexandra Acherazad d'ONIEC, et HybridPetya pourrait lui-même être un prototype. Mais HybridPetya rejoint d'autres bootkits capables de contourner le Secure Boot, dont Black Lotus, exploitant la CVE 2022-21894, Bootkitty, lié à Logofail, et la backdoor Hyper-V, exploitant la CVE 2020-26200. Bref, passionnant. Alors j'ai longuement hésité avant de mettre cet article, parce qu'il est quand même... là, on est vraiment dans du hacking, je dirais, à 2 balles. Pardon, c'est pas du tout le bon niveau pour un podcast qui parle de cybersécurité pour des équipes CERT et CSERT, mais ça vaut le coup de voir ce que vont faire nos utilisateurs. Alors que l'éditeur impose des restrictions matérielles, on parle de Microsoft, pour la mise à niveau, près de 400 lecteurs de ZDNet ont rapporté avoir réussi à installer Windows 11 sur des PC officiellement non supportés. Selon leurs témoignages, la majorité d'entre eux ont suivi 2 méthodes décrites par le journaliste Headbot. La première méthode, elle est destinée aux PC initialement conçus pour Windows 10, mais jugés incompatibles, qui consiste à une modification du registre avant de lancer l'installation. La seconde méthode, pour les machines plus anciennes ou dépourvues du Secure Boot ou du TPM, repose sur l'outil Rufus afin de créer un support d'installation personnalisé. Les utilisateurs indiquent que la procédure est généralement simple, même pour des non-techniciens. Les problèmes les plus fréquents concernent des erreurs de saisie dans la clé de registre corrigées rapidement. D'autres ont signalé des arrêts prématurés de l'installation, souvent résolus en téléchargeant une nouvelle image ISO, et dans certains cas, un message de PC non encore pris en charge est apparu via des blocages imposés par Microsoft
en raison de pilotes ou d'applications incompatibles. Tous confirment néanmoins continuer à recevoir les mises à jour de sécurité mensuelles malgré l'incompatibilité officielle. Quelques utilisateurs notent que sur des appareils anciens, les futures mises à jour pourraient nécessiter une nouvelle mise à niveau sur place avec la même méthode. Il faut savoir que Microsoft justifie ces exigences pour des raisons de sécurité et de fiabilité, en évoquant notamment Windows Hello, le Device Encryption, la virtualisation basée de sécurité, le fameux VBS, l'intégrité du code protégé par l'hyperviseur, le HVCI, et le démarrage sécurisé. Toutes ces protections nécessitent un TPM intégré et des processeurs compatibles. Cependant, plusieurs observateurs rappellent que la plupart des processeurs exclus de la liste étaient touchés par les vulnérabilités Spectre et Meltdown, découvertes en 2018. Déjà, ça tient un peu plus la route, leur truc. Dont les correctifs de microcode ont fortement affecté les performances. Alors personnellement, je ne recommande pas ces méthodes. Pourquoi ? Parce que dans un environnement de production, du principe que vous avez trafiqué votre système, vous n'aurez aucune garantie de la part de l'éditeur. C'est un peu comme dans une voiture. On a tous le droit de mettre un kit O2. Quand vous faites un kit NOx, votre voiture, elle va passer à 500 chevaux, alors que c'est qu'une Clio de base. Ouais, ça va marcher. Sur 400 mètres, peut-être. Mais dans Fast and Furious, généralement, la voiture, elle prend feu, quoi. Donc ça me semble hyper intéressant pour des systèmes critiques qu'on souhaite vraiment pouvoir redémarrer, pouvoir réutiliser avec Windows 11 pour faire des tests. Mais pour de la prod, non, je ne recommande pas. C'est pas une bonne idée. Par contre, pour faire du geek et hacking, ouais, c'est clair. Je vous cache pas que j'ai un processeur, j'ai un PC AMD. Je vais exactement tester, je vais faire pareil. Mais c'est pour du test. Et je sais pertinemment qu'à un moment, je le remettrai sous Linux, tout simplement. Et c'est tellement plus simple de passer à Linux, quoi. Alerte générale 24 heures sur 24. Alors, au lieu de vous prendre la tête à essayer de faire survivre vos Windows 10, il y a une news qui vient d'arriver. C'est sorti, mais alors en catimini. C'est la sortie de Linux KDE. Ça n'a aucun rapport avec de la cybersécurité, mais comme on dit, on est vendredi. Puis d'un côté, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, ouais, c'est la distribution produite par les équipes de KDE. Et KDE annonce ce nouveau projet en tant que système d'exploitation. Alors, ils ne sont pas pris la tête. Ils avaient leur bureau qui s'appelait KDE. Ils l'ont appelé KDE Linux. Il s'agit d'un système gratuit et open source, toujours pareil, pensé pour offrir l'ensemble des technologies développées par KDE dans un environnement moderne, fonctionnel et sécurisé. Je ne l'ai pas encore monté, c'est le programme que je fais ce week-end. Je pense que cette nuit, dès que je serai de retour dans mon Indre natal, ça sera avec plaisir. Je le monte, j'irai pas me coucher, ça va être trop cool. Alors l'objectif, c'est de fournir une plateforme adaptée à plusieurs usages, ordinateur personnel, station de travail en entreprise, institutions publiques et même préinstallation sur des machines destinées à la vente. Ouais, ça je pense que c'est le côté qu'ils ont tous au départ. Mais ce projet n'est pas encore à un stade abouti, il faut être conscient qu'on est encore sur du développement. Et la communauté KDE appelle les utilisateurs et développeurs à contribuer. Les moyens de participation incluent l'installation et l'utilisation quotidienne de KDE Linux, le test sur du matériel moins courant comme les GPU NVIDIA, ou encore la vérification de la fonctionnalité expérimentale de mise à jour Delta sur disque dur mécanique. Les contributeurs sont également invités à remonter toute anomalie. Alors pour le système KDE Linux lui-même, on passe par la plateforme invent.kde.org. Et pour les logiciels KDE, notamment dans leur usage en Flatpak, via bugs.kde.org. Tout ce développement est ouvert aux contributions externes. Alors ça sera très rare, il y a très peu de personnes qui contribuent dans ce type de projet, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez soumettre vos propositions de code et échanger directement avec les développeurs. C'est quand même classe, on a la chance dans l'open source de pouvoir parler aux développeurs. On n'aura pas forcément une réponse pour parler de l'appui et du botton, mais imaginez si on aurait ça sur les systèmes propriétaires. Bon bref, vous aurez compris, osez Linux, lâchez votre Windows 10, quoi. Respectez-vous, quoi, nom de Dieu. Une news que Free déploie une mise à jour de sécurité pour ses Freebox. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans un truc professionnel ? Mais il faut se faire plaisir quand même. Ce vendredi 12 septembre 2025, à 9h du matin, précise, l'opérateur a diffusé la version 4.9.10 du Freebox Server. Et 2 correctifs principaux sont intégrés. Alors le premier concerne toutes les familles de Freebox. Que vous ayez une Freebox Révolution, Pop, Ultra et Delta, il corrige un bug de Freebox OS, où les liens de partage de répertoire affichent une liste de fichiers vides. Le second correctif vise spécifiquement tous les possesseurs de Freebox Delta. Le module de sécurité refusait de fonctionner après un remplacement par un module neuf. Pour appliquer ces mises à jour, un redémarrage du Freebox Server est nécessaire. L'opération peut être effectuée via l'application Freebox Connect ou directement dans le menu de la box. Bon, moi j'ai fait plus simple, j'ai retiré la prise, j'ai remis la prise. Faut être un peu bourrin de ce côté-là. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On retire la prise de sa Freebox et on la redémarre.
La CISA a mis à jour son catalogue Kev. Le 11 septembre 2025, l'agence a ajouté une nouvelle vulnérabilité exploitée activement à son Cnode Exploited Vulnerabilities Catalog, le Kev. Il s'agit de la CVE 2025-5086, une vulnérabilité de désérialisation de données non fiables affectant Dassault Systèmes, Delmia, Apriso. La CISA précise que même si la directive concerne uniquement ces agences, l'organisme recommande à toutes les entreprises de traiter en priorité les vulnérabilités répertoriées dans le Kev afin de réduire leurs expositions aux cyberattaques. On apprend qu'une nouvelle campagne d'espionnage attribuée à FancyBear, les analystes de Kroll ont observé l'utilisation d'un outil baptisé Gone Postal, un malware qui transforme Microsoft Outlook en canal de command and control. La campagne est attribuée à KTA007, également connu sous le nom de FancyBear, APT28, PwnStorm, groupe lié au GRU russe, unité 26165. L'acteur est déjà impliqué dans plusieurs attaques d'ampleur dont le piratage du DNC en 2016, du Comité international olympique et du Parlement norvégien. Gone Postal repose sur deux composants. Une DLL malveillante baptisée sspicly.dll faisant passer pour la DLL légitime de Microsoft et redirige ses 105 fonctions vers un binaire renommé tmp7ec9.dll. Un fichier vbaproject.otm offusqué et protégé par mot de passe contenant des macros VBA pour Outlook. Cette DLL, une fois qu'elle est activée, va produire un enchaînement de commandes PowerShell, parmi lesquelles la copie d'un fichier nommé testtemp.ini dans le répertoire Outlook, afin d'installer les macros malveillantes. D'autres commandes envoient le nom de l'utilisateur et parfois l'adresse IP de la victime vers des services externes, dont dnshook.site, oast.fun ou encore webhook.site. Le code modifié, également le registre Windows pour activer le chargement, automatique des macros Outlook, alors c'est ce qu'on appelle le load macro provider on boot. Quand il est égal à 1, ça va abaisser le niveau de sécurité des macros et vous allez avoir un security underscore level égale 1. Il va supprimer certains avertissements utilisateurs via la clé pawnstring. Ce fichier vbaproject.otm agit comme une backdoor à Outlook. À chaque démarrage, il va décoder la configuration, surveiller les nouveaux emails et identifier ce contenant des instructions du C2. Les commandes supportées incluent l'exécution de commandes PowerShell, l'upload et le download de fichiers via des emails contenant des données en base 64 fragmentées en blocs de 3,15 mégaoctets, et les emails C2 sont ensuite supprimés de la boîte de réception et du dossier supprimé pour masquer les traces. Toutes ces fonctionnalités qui sont mises en évidence incluent un execute shell command pour exécuter et exfiltrer les résultats de commande, un try execute command pour exécuter des commandes sans retour de sortie, et des opérations de lecture-écriture et recomposition de fichiers en fragments pour exfiltrer ou réceptionner par email. C'est juste du délire. Mais Kroll souligne que cette méthode illustre une approche de living of the land. Utilisant Outlook comme infrastructure C2 discrète et difficilement détectable, certaines portions du code suggèrent que Gone Postal est toujours en développement avec des fonctions additionnelles à venir. Bref, passionnant. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du vendredi 12 septembre touche à sa fin. On n'a pas que parlé que de cybersécurité. En tout cas, j'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, et en plus il y aura la newsletter. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Juste pour votre info, demain je fais enfin l'étanchéité de ma terrasse et de ma salle serveur qui est juste en dessous, qui est en train de prendre la flotte. Donc ça c'est la très bonne nouvelle et j'avance sur le studio. Oui, c'est l'autre surprise. La semaine prochaine, je reçois le mobilier. Donc je vous tiens au courant. Au revoir. Il faut vraiment que je me concentre à être sur le podcast et pas sur me raconter ma life. C'est pas possible.